nom est Gilles Dosti et j'aimerais vous parler d'un accident qui m'est survenu le 2 février 1983. À cette époque, je travaillais comme premier opérateur sur ce qu'il était convenu d'appeler le côté Est. On vient de voir d'ailleurs ces unités-là, le NKHT, DHT et le HDU. Si vous voulez bien, nous allons voir de plus près où l'accident est survenu, c'est-à-dire près du compresseur C602. Le compresseur C602 devait être réparé ce matin-là à cause de valves défectueuses. Nous avons donc isolé la machine. Nous avons fermé cette valve-là, les valves d'aspiration en provenance de V805 et les valves de refoulement qui vont vers l'intérieur du plant. Nous avons ensuite dépressurisé la machine vers le réseau de la torche à l'aide de la valve d'1 pouce située en haut. Et lorsque la pression fut égalisée avec le réseau de la torche, on a vérifié s'il y avait toujours de la pression à l'intérieur de la machine. Il y en avait encore. Et c'est pourquoi on installa un boyau ici qui est situé à l'intérieur des valves d'isolement de la machine et qui menait vers l'intérieur pour évacuer toute présence de gaz. À ce moment-là, bien entendu, nous étions isolés vers le réseau de la torche. Cette procédure peut sembler quelque peu boiteuse, mais c'est souvent une procédure qu'on utilise dans notre département, entre autres au DHT, où les valves posent souvent des problèmes de scellement. Par la suite, vu que ça coulait encore passablement vers l'extérieur à l'aide des boyaux, on a décidé d'injecter de la graisse dans les valves. À ce moment-là, les valves étaient différentes et c'était ce qu'on appelle communément des coque-valves. Nous avons injecté de la graisse à haute pression à l'intérieur des coque-valves pour leur permettre de mieux sceller, mais ce fut sans résultat. Pendant ce temps, ça sentait drôlement fort le H2S. Je me sentis un peu incommodé et je sortis dehors pour prendre une bouffée d'air frais. Après être sorti de la salle des compresseurs, je me suis retrouvé tant bien que mal à environ une quarantaine de pieds de la salle en question. Et je me suis effondré ici, peut-être l'espace d'une seconde ou deux. Je me relève immédiatement, je remets mon chapeau et je me précipite, sans penser d'ailleurs, vers la salle des compresseurs pour réouvrir la valve qui dirige les gaz vers le réseau de la torche. À ce moment-là, je suis retourné dans la salle des compresseurs et la seule idée que je me souvienne qui m'a motivé à retourner là était le fait que ce dégagement de gaz vers l'atmosphère pouvait mettre en danger la vie de beaucoup de monde. La valve pour réouvrir le compresseur au réseau de la torche est située à environ une dizaine de pieds du sol et pour y accéder, on doit grimper après la tuyauterie. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai réouvert la valve, puis je me suis affaissé au pied de cette valve-là sur le grading qu'on voit là. Le dernier souvenir que j'ai eu à ce moment-là avant de tomber, c'était de voir Ken Young, qui semblait incommodé lui aussi par le gaz, sortir à toute vitesse de la salle des compresseurs. Le deuxième opérateur de cette unité à ce moment-là, Ken Young, en sortant de la salle des compresseurs, est venu atterrir ici
et où il a perdu connaissance momentanément. Des gens d'entretien qui avaient là à ce moment-là, des tuyauteurs, l'ont réanimé et lui ont dit qu'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur de la salle des compresseurs. Il s'est alors précipité vers l'intérieur, m'a pris par le coverall et m'a sorti à l'extérieur. Après être sorti de la salle des compresseurs, on m'a amené environ une trentaine de pieds de la dite salle. Et là, à l'aide d'un réanimateur et de massage à l'abdomen, on m'a fait revenir à la vie. Ça m'a pas semblé très long, mais pour les gens qui pratiquaient cette opération, ça fut un dur moment, ce qu'on m'a dit. Par la suite, le superviseur est arrivé avec le camion et je me suis relevé et je suis parti vers le First Aid. Là, on m'a examiné pendant quelques minutes et après un certain laps de temps, j'ai demandé à ce qu'on m'amène à l'hôpital. C'est ce qu'on a fait. Je me suis alors dirigé vers Santa Cabrini en ambulance. On m'a fait une batterie de tests à ce moment-là, dont un taux d'oxygène à l'intérieur de mon sang. Et on m'a dit que j'avais quelque chose comme 40% du taux normal. Ce test a été fait environ 1 heure après l'accident. Je peux donc en conclure que j'ai passé passablement proche de la mort à ce moment-là. L'enquête qui a fait suite à cet accident a permis de constater plusieurs choses. Premièrement, il y avait une valve en provenance du compresseur C605 qui était ouverte dans la même ligne qui dirigeait les gaz vers le réseau de la torche en provenance de l'autre machine. En fermant la valve vers le réseau de la torche, on se trouvait à libérer par le fait même une centaine de livres d'un gaz supposément à teneur de 40% de H2S, un des gaz les pires en H2S de toute la raffinerie. Deuxième point que l'enquête a fait ressortir est le fait que je sois retourné dans la salle des compresseurs après avoir été incommodé une première fois. Ça peut sembler un peu idiot de retourner dans une salle de compresseur après avoir failli laisser sa vie, mais surtout en sachant que les moyens de protection étaient très proches et connus de tout le monde. La seule raison qui peut me sembler expliquer ce phénomène est le fait que peut-être après avoir respiré une première fois du H2S en haute concentration, mon jugement a été perturbé et que par le fait même, je n'ai pas jugé bon de prendre les moyens de protection nécessaires. Un autre point que l'enquête a soulevé est le fait que le travailleur qui m'a sauvé la vie à ce moment-là, Canyon, ne s'est pas servi lui non plus des moyens de protection. Il est évident que c'est pas à conseiller de faire des choses de ce genre-là. Dans un cas semblable, on doit plutôt se rapporter à du monde soit à l'intérieur de la salle de contrôle ou du monde présent à l'accident en question. Et à ce moment-là, enfiler un scatter pack pour aller par la suite tenter de sauver la victime. Il y a de nombreux cas où des personnes sont mortes en série en essayant de se sauver mutuellement sans utiliser des moyens de protection appropriés. Mais cependant, si Ken avait utilisé le moyen approprié, c'est-à-dire enfiler le scatter pack, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Suite à l'enquête qui a suivi cet accident de travail, certaines modifications ont été apportées à l'équipement pour éviter qu'une telle situation se reproduise. Premièrement, on a modifié les valves qui étaient à l'époque des coque valves simples et on a mis des valves qu'on appelle des block valves doubles pour assurer une bonne étanchéité à la machine. En deuxième lieu, on a complété le système de détection de gaz combustible et de H2S qui font sonner une alarme à l'intérieur et qui avertissent immédiatement l'opérateur en charge à l'intérieur qu'il y a une situation dangereuse ici. Ce système comporte aussi des voyants lumineux à la porte de chaque entrée de compresseur pour avertir un opérateur qu'il y a un problème si toutefois il se trouve à l'extérieur. Et en dernier lieu,
on a modifié le système de réseau de la torque des compresseurs C605 et C602 pour les rendre indépendants un de l'autre et éviter qu'une situation telle que celle qui s'est produite se reproduise. On pourrait peut-être conclure en disant qu'il serait peut-être bon, en tant qu'opérateur, que l'on retrouve un peu la méfiance que l'on avait lors de nos premiers temps à la raffinerie. Je me souviens, les premiers temps que je travaillais ici, on m'avait averti que le H2S, le chlore, l'ammoniac, le caustique, tous ces produits-là, c'était très dangereux. Mais avec le temps, on semble oublier ça, puis on semble, avec l'habitude, ne plus craindre ces produits-là, ne plus prendre les moyens essentiels à notre survie, les moyens de protection, c'est-à-dire. Si l'on pouvait retrouver cette méfiance à l'égard des tueurs tels le H2S, nos chances de survie dans la place seraient sûrement meilleures. Merci.